2, c'est vraiment un petit îlot là. Mais on trouve, quand on se balade dans la biopsie, on va souvent trouver du coup des zones un petit peu intermédiaires et de transition. Et deuxièmement, on peut trouver des formes où un ganglion là va être du Hodgkin et un ganglion là en inguinal va être du coup, du PMBCL plus en forme médiastinale, mais on va trouver comme ça où il y a 2 sites différents qui ont été biopsiés qui montrent 2 histologies différentes. Et enfin, troisième cas de figure, ça va être les formes séquentielles. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment rebiopsier, où on a un Hodgkin au diagnostic et un PMBCL après ou réciproquement. Y a-t-il encore des questions pour le docteur Sarkozy? Non, c'était très clair. Merci beaucoup, Clémentine. Et on va enchaîner sur le programme de l'après-midi. Donc, on a le plaisir d'accueillir le docteur Julien Lazzarovici de l'IGR et qui va aborder la problématique, vrai problème, du traitement du lymphome de Hodgkin chez les sujets âgés. Merci, Julien. Merci. Bonjour, donc oui, je vais vous parler du lymphome de Hodgkin des sujets âgés. Donc moi, je suis praticien dans le département d'hématologie de Gustave Roussy. Et en fait, je pense essentiellement au titre de co-auteur d'une étude là, qui est en cours de publication que je vais vous présenter vers la fin du topo. Alors, une définition, c'est très bien de commencer par une définition. Par convention, ce qu'on appelle un sujet âgé dans le lymphome de Hodgkin, c'est un patient de 61 ans et plus de 60 ans, sachant que dans les études, on trouve des âges assez variables et dans les études de registre aussi. Le cutoff n'est pas complètement clair, mais c'est relativement consensuel dans la plupart des études. On prend comme cutoff 60 ans. Ça dépend bien évidemment, comme à chaque fois qu'on fait de l'oncogériatrie, de l'âge physiologique. Mais s'il y a une chose que j'aimerais bien que vous reteniez à la fin de ce topo, c'est qu'il faut absolument se méfier des patients âgés de plus de 60 ans quand on fait du lymphome de Hodgkin. Je pense qu'on sait tous, enfin, moi en tout cas, je me suis fait avoir avec des patients qui présentent très bien, qui sont parfaitement autonomes, en excellent état général. Et puis quand on leur fait de la BVD, ça se passe très mal, ils partent dans le décor. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut absolument se méfier. Et je vais essayer de vous montrer au cours du topo comment on peut éviter ce type d'erreur de jeunesse. Alors, le lymphome de Hodgkin, on a tous, je pense, la notion que c'est essentiellement une pathologie du sujet jeune. Donc ça, c'est parce qu'on a bien travaillé à l'école. Donc, on a tous appris ce que vous voyez sur la gauche, là, la répartition bimodale, hein, avec une première vague d'incidence qui est chez l'adulte jeune entre 20 et 30 ans. Je dis toujours méchamment que c'est à peu près vos âges, c'est plus le mien, mais voilà, comme ça marque les esprits. Première incidence entre 20 et 30 ans. Et puis, c'est une maladie qu'on rencontre bien sûr à tout âge. Et il y a un deuxième pic d'incidence chez des gens plus âgés, à partir de l'âge de 60-70 ans. Et vous voyez qu'en fait, cette courbe n'est pas du tout négligeable, en particulier en ce qui concerne les sujets masculins. Et donc, en fait, on voit du Hodgkin de sujets âgés. On a une vision biaisée donc, pour différentes raisons. Premièrement, parce qu'on connaît cette courbe et c'est ça qui est vraiment très frappant. Et puis parce qu'on a l'habitude de voir plutôt des cancers chez des sujets âgés. Parce qu'il y a tout un cortège d'œuvres littéraires, cinématographiques, on pourra discuter à la fin s'il me reste quelques minutes, autour du lymphome de Hodgkin du sujet jeune. Et puis aussi parce que les premières études qui ont été publiées, c'est ça, c'est essentiellement des études de patients inclus dans des essais thérapeutiques. Donc ça, c'est l'étude séminale sur l'incidence et les caractéristiques du Hodgkin du sujet âgé. Donc une étude allemande qui a repris 4 études, je crois, de HD5 à HD9, donc 4200 patients. Et ils ont retrouvé dans cette cohorte 372 patients, c'est-à-dire un peu plus de 8% de patients âgés de plus de 60 ans. En fait, quand on regarde les données de registre, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est les données françaises publiées par l'INCa, donc à gauche. Donc évidemment, ce n'est pas très facile parce que là, pour le coup, le cutoff n'est pas 60 ans, mais c'est par dizaines, avec des chiffres entre les dizaines. Mais j'ai fait le petit calcul et donc on est sur 2018 à un peu plus de 23% de patients âgés de plus de 60 ans. Les plus de 70 ans, c'est 13,7% et les plus de 80 ans, 5,9%.
On retrouve à peu près les mêmes données dans les statistiques américaines publiées par le CER. Vous voyez, donc c'est pareil, c'est sur des 55, 65, 65, 64, 75, pas de chance, mais on est toujours à peu près autour des mêmes chiffres, autour de 20%, un peu plus. Et puis, il y a pas mal d'études de registres assez imposantes. La plus emblématique étant probablement celle-ci, qui est une étude suédoise qui a comptabilisé entre 1973 et 2014 un peu moins de 8000 patients atteints de Hodgkin. Et ils en avaient retrouvé 2752 de plus de 60 ans, donc un peu plus de 34%, donc un peu dans la fourchette haute de ces chiffres. Quel est le pronostic de cette maladie? Donc, vous avez vu aujourd'hui notamment que le Hodgkin est une maladie d'excellent pronostic. Ça concerne essentiellement le sujet jeune. Chez les patients âgés, donc là, vous avez un très mauvais exemple qui est en fait des données qui sont issues de cette fameuse cohorte allemande. Donc, j'insiste sur le fait que c'est un essai thérapeutique allemand, donc avec des traitements lourds et puis qui essayent vraiment d'aller jusqu'au bout. Et ils ont comparé donc les patients de plus de 60 ans et de moins de 60 ans avec des traitements qui comportaient COP-ABVD principalement, donc l'ancêtre de la BVD classique, du BICOP, et puis des radiothérapies avec deux modalités de radiothérapie qui étaient soit en territoire initialement atteint, soit en territoire, irradiation quasiment lymphoïde subtotale. Et donc, les chiffres retrouvés sont une survie globale à 5 ans qui était de 65 ans pour le groupe de plus de 60 ans versus 80% pour les moins de 60 ans. Une survie sans échec du traitement de 60% contre 80% et une survie sans échec du traitement conditionné par le fait de la rechute du Hodgkin de 73% versus 82%. Donc, des résultats qui restent bons, mais qui sont quand même très inférieurs à ceux du sujet plus jeune. On a des données de vie réelle qui ont été publiées. Donc ça, c'est aussi une étude importante par Andrew Evans, qui est un petit peu le pape du Hodgkin, du sujet âgé aux États-Unis. Donc c'était une étude rétrospective menée de 1999 à 2009 qui a retrouvé 95 patients avec un âge médian de 67 ans. Ils allaient jusqu'à 89 ans, donc des sujets assez âgés. Tout un panel de traitements très variés. Donc ça, c'est parce que on n'a pas de standard de traitement chez les sujets âgés. Donc c'était un peu laissé à la libre appréciation du clinicien, une grande majorité d'ABVD, puis des choses qui doivent vous paraître complètement exotiques. Le MOP, ça c'est un vieux traitement qu'on faisait dans le Hodgkin, des BCVPP, CHLVPP, qui sont des associations avec du chloraminophène, radiothérapie seule, le CHOP, parce qu'il y a une petite publication un peu anecdotique qui a essayé du CHOP chez les sujets âgés, et puis un patient qui avait quand même été traité par BICOP avec des résultats qu'on imagine assez mauvais. Et puis, c'était des sujets, donc il y avait des comorbidités importantes. Je reviendrai là-dessus après. Et donc là, les résultats qui correspondent aux résultats qu'on voit en vie réelle, c'est une survie sans progression à 50, 44%, une survie globale à 5 ans qui est de 58%, 73% à 2 ans, ce qui est mieux. Et puis ça, ce qui est très, très important, c'est qu'un taux de toxicité pulmonaire de la bleomycine très important, 32%, avec presque un quart des patients qui décèdent des complications pulmonaires de la bleomycine. Dans les stades avancés qui avaient été individualisés dans cette étude, des résultats catastrophiques, avec une PFS à 50, 36% et une survie globale de 46%. Donc ça vous illustre un peu ce qu'on voit en vie réelle quand on traite du Hodgkin, avec en tout cas des traitements historiques. Quand on regarde les études de registre françaises, donc ça c'est assez illustratif, ça c'est les images de survie nette en fonction de l'âge au moment du diagnostic. Donc vous voyez que plus vous êtes âgé, moins la survie nette est bonne évidemment, que ce soit à 1 an ou à 5 ans. Il y a une importante mortalité pendant le traitement, puis dans les premiers mois qui suivent le traitement. Et donc, on a une survie nette à 1 an qui passe de 99% pour des patients âgés de 20 ans à 68% pour des patients de 80 ans. Et à 5 ans, on est à 98%, 48% respectivement. On a quand même, même si les traitements ne sont pas encore standardisés et sont toujours difficiles, on a quand même un progrès assez important chez les sujets âgés au fil des années, des résultats de survie pour ces patients. Mais vous voyez que ça reste très, très inférieur à ce qu'on voit chez les sujets jeunes, évidemment.
Quelles sont les caractéristiques au diagnostic de ces sujets âgés atteints de lymphome de Hodgkin? Donc ça, c'est des choses qui sont assez classiques. On a souvent des patients qui ont des maladies beaucoup plus disséminées. Vous voyez, donc là, c'est comparaison des moins de 60 ans par rapport aux plus de 60 ans. Donc, on est à 48% de stade 3-4 versus 40%. Une importance, il y a beaucoup plus de symptômes B que ce qu'on voit chez les sujets jeunes. Et puis des choses qui sont, qu'on voit aussi en pratique clinique assez souvent. Il y a beaucoup moins souvent, c'est que l'atteinte médiastinale volumineuse est assez classique dans le lymphome de Hodgkin, et c'est beaucoup moins fréquent chez les sujets âgés. On ne sait pas très bien pourquoi. Si on regarde l'aspect histologique, ce n'est pas les mêmes histologies. Donc ça, c'est les sous-types histologiques classiques de Hodgkin qu'on n'utilise plus beaucoup en pratique clinique courante. Et donc, il y a une prédominance de formes à cellularité mixte par rapport à Hodgkin sclérose nodulaire qu'on voit chez les sujets plus jeunes. Et puis, dernière caractéristique assez connue, c'est l'association à l'EBV, qui a été montrée dans pas mal d'études de registre et qui a une valeur pronostique, notamment associée à l'âge. Plus vous êtes âgé, plus l'EBV a un pronostic défavorable. Quelque chose de très important dans les caractéristiques initiales qu'il faut essayer d'évaluer, c'est le statut fonctionnel et la présence ou non de comorbidité chez les patients. Donc ça, c'est la même étude rétrospective de Andrew Evans. Donc, pour rappel, 95 patients, âge médian 67 ans, 60 à 89 ans. Et il y avait 61% des patients dans cette étude qui avaient des comorbidités significatives, évaluées par un score qui est le CIRS-G. Donc, c'est sur des catégories, il y a une échelle de 4 par type de comorbidité. Donc, c'est des gens qui avaient des comorbidités assez sévères. 26% des patients qui étaient considérés comme non éligibles à la chimiothérapie, unfit. 17% qui avaient un syndrome gériatrique et 13% qui avaient une perte de capacité à assurer les activités de la vie quotidienne. Et à partir de cette étude, Andrew Evans a développé un score pronostic qui prend en compte l'âge, avec un cut-off à 70 ans et le fait de ne pas pouvoir assurer les activités de la vie quotidienne. Et ce score pronostic est absolument déterminant, puisque la PFS à 2 ans passe de 60% quand vous n'avez aucun de ces deux facteurs de risque à 13% avec 2 facteurs de risque. Et c'est encore plus parlant pour la survie globale qui passe de 73% à 0%. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les chiffres de ce qu'on voit chez les sujets jeunes. Comment évaluer au mieux ces comorbidités, ce que j'ai intitulé de façon un petit peu provocatrice peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on est de bons, je pense qu'on est tous persuadés d'être d'excellents cliniciens. Moi en tout cas oui, mais je me trompe en fait, je vais vous montrer. Donc on pense tous pouvoir, c'est ce que je vous disais quand je parlais des erreurs de jeunesse avec le Hodgkin. Je pense qu'on se sent intuitivement tous capables de parfaitement évaluer l'état général d'un patient et va-t-il supporter la chimiothérapie, surtout quand on fait beaucoup de Hodgkin et qu'on a l'habitude de ces traitements. Donc ça, c'est une très jolie étude, très intéressante, je trouve, qui avait été publiée par une équipe italienne qui ne concerne pas le Hodgkin, parce qu'on n'a pas l'équivalent dans le Hodgkin, mais qui concerne le lymphome diffuse grande cellule B. Et en fait, cette étude a montré que quand vous évaluez vos patients avec des échelles gériatriques, une évaluation gériatrique si possible par un gériatre, vous êtes en fait beaucoup mieux capable de juger de la capacité du patient à recevoir ou non une chimiothérapie intensive. Ça concerne uniquement les chimiothérapies intensives. Donc je pense que tous ces gens-là étaient jugés complètement fit sur une espèce d'instinct clinique qui n'existe pas en fait. Il faut absolument évaluer les patients. Et de fait, il y a des recommandations très claires de l'ASCO qui concernent le cancer, mais je pense qu'on a toujours beaucoup à apprendre des collègues oncologues en hématologie, même si on pense être souvent très, très supérieurs aux cancérologues. Et donc, il y a des recommandations très, très claires de l'ASCO pour évaluer les patients avec des échelles. Donc, tout ça, c'est des évaluations qui durent en fait pas très, très longtemps. C'est de l'ordre de quelques minutes à 10 minutes maximum par interrogatoire, qui en pratique sont très difficiles à mener au cours d'une évaluation clinique préthérapeutique simple. Et donc, en fait, il faut absolument essayer de faire évaluer les patients âgés par des équipes gériatriques. On a la chance d'avoir ça en place à Gustave Roussy. Ce n'est pas forcément encore le cas dans tous les centres, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'efforcer de faire.
En quelques mots, donc, il faut évaluer les capacités fonctionnelles. La meilleure échelle, c'est l'échelle de Lawton qui évalue les activités de la vie quotidienne dites instrumentales. Un interrogatoire très simple pour les chutes, il suffit de demander, ça c'est démontré, il suffit de demander aux patients combien de chutes avez-vous faites au cours des 6 derniers mois. Les comorbidités, donc il y a l'interrogatoire simple quand on recueille les antécédents. Il y a un score qui s'appelle le CIRS-G, dont je vous reparlerai après. Et puis des tests de cognition qui sont peut-être un tout petit peu plus techniques, mais qui sont en fait relativement simples à faire. Et puis donc, une échelle de dépression, une échelle de nutrition, donc il y a la perte de poids de plus de 10% qui est assez classique. Et puis il y a aussi des échelles, notamment la MNA. Et puis il y a 2 échelles principales pour essayer d'évaluer le risque des chimiothérapies, qui sont l'échelle CARG et l'échelle CRASH, dont le nom est très évocateur. Voilà. En ce qui concerne les traitements, alors la grande question, vous savez qu'il y a toujours un débat chez les sujets jeunes, ABVD, BICOP, auquel se rajoute maintenant une troisième possibilité qui est le BVAVD, et puis de plus en plus les anti-PD1 qui arrivent maintenant dès les premières lignes thérapeutiques. Mais la BVD reste quand même un standard très utile pour traiter ces patients. Donc la première question, c'est est-ce que la BVD est une option de traitement pour les sujets âgés? Donc on a quelques éléments de réponse qui ont été publiés par Boris Boll, qui est donc l'équivalent d'Andrew Evans à l'Est, là, en Allemagne, qui publie à peu près toutes les études du groupe Hodgkin allemand sur les sujets âgés. Donc, il a repris 2 essais thérapeutiques dans les patients de stade précoce de Hodgkin, donc, dans des essais allemands. Il a retrouvé 117 patients âgés de plus de 60 ans, sur 1299 au total, avec un âge médian de 65 ans. Et puis, donc, comme c'est dans les protocoles, ça permet de vraiment évaluer assez précisément la toxicité. Donc, on a 14% des patients qui ont des déviations protocolaires pour toxicité dans ces études du fait de leur âge et de leur comorbidité. Il y a un retard moyen au traitement qui est de 2,2 semaines, contre un peu plus d'une semaine chez les sujets plus jeunes de moins de 60 ans. Une dose intensité relative, donc vous savez vraiment la dose intensité, c'est l'élément fondamental du traitement du Hodgkin. Donc une dose intensité relative supérieure à 80% chez 58% des patients âgés de plus de 60 ans contre 85% pour les plus jeunes. Toxicité grade 3, 68% des patients, des traitements beaucoup plus toxiques, dont 18% de patients qui avaient des toxicités grade 4. Donc ça se passe très mal, la BVD, chez ces patients, encore une fois localisés, donc des patients qui n'ont pas des nombres de chimiothérapie extrêmement importants. Et puis, on avait quand même 6 décès toxiques liés au traitement par ABVD dans cette population de patients de plus de 60 ans traités par ABVD. Donc, la réponse, vous avez compris, c'est non. Enfin, non, sous certaines conditions. Une solution pour essayer de se sortir une première solution, disons, pour essayer de se sortir des problèmes de l'ABVD du sujet âgé, c'est la bléomycine. Vous vous rappelez peut-être une des premières diapos que dans l'étude d'Andrew Evans, il y avait 25% de mortalité toxique liée à la bléomycine. Et donc, il y a une assez jolie étude, toujours de Boris Boll, sur 2 essais allemands dans des stades favorables, qui a comparé en fait l'impact de 4 cycles avec bléomycine versus 2 cycles avec bléomycine. Donc, chez les patients qui recevaient 4 cycles d'ABVD, donc 4 cycles avec bléomycine, on avait 18% d'arrêt précoce du traitement, contre, vous voyez, 2 à 4% chez les patients qui n'avaient que 2 cures. Et la principale raison pour ces arrêts précoces, c'est 13%. Et dans cette étude, il y avait une toxicité de la bléomycine qui était, j'arrive pas à dire, de l'ordre de 10% à peu près des patients, donc moins que ce qu'on avait dans le papier d'Evans, mais quand même relativement importante. C'est parce que c'est des patients sélectionnés pour être dans des protocoles thérapeutiques. Donc, cette étude a retrouvé 287 patients, j'ai oublié de le dire, âge médian de 65 ans. Et globalement, les conclusions, c'est que en fait, la tolérance de 2 cycles d'ABVD est relativement correcte, en tout cas chez les plus jeunes. En revanche, il y a une très, très nette majoration de la toxicité si on administre plus de 2 cycles d'ABVD. Et donc, en fait, les recommandations, c'est en tout cas pour les patients en réponse. Et on a les Ceratol, donc Olivier a dû vous parler probablement, qui nous donne des arguments pour ça, c'est d'arrêter la bléomycine pour les patients qui répondent après 2 cycles d'ABVD. Autre possibilité pour essayer de
bypasser un petit peu la toxicité de la BVD chez ces patients, c'est un traitement qui remplace la bleomycine, qui remplace d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rationnel chimiothérapique là-dessus, mais l'idée de remplacer la bleomycine par du brentuximab vedotin. Donc ça, c'est l'essai échelon dont je pense qu'on vous a déjà parlé. Très schématiquement, ça randomisait chez des patients atteints de Hodgkin disséminés 6 cycles d'ABVD versus 6 cycles de brentuximab AVD. Et l'objectif principal, c'était une PFS qui est un peu modifiée, mais proche d'une PFS classique. Et puis, alors ça c'est très important parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup d'équipes qui pensent que c'est un petit peu la solution idéale chez les sujets âgés. Donc, quand on prend l'ensemble des patients, donc ça sort, c'est très intéressant pour l'ensemble de la cohorte, mais quand on regarde en sous-groupe les patients de plus de 60 ans, ils ne bénéficiaient pas de façon significative du traitement par BV-AVD versus la BVD. Donc, il n'y a pas beaucoup de rationnel déjà sur le papier Princeps pour passer au BV-AVD chez les sujets âgés. Il y a une analyse ad hoc qui a été menée par la suite par toujours Andrew Evans chez les patients de plus de 60 ans inclus dans l'échelon. Donc, il y avait 186 patients qui avaient donc des stades disséminés, 84 dans le bras expérimental Brintux AVD, 102 dans le bras BVD, et on avait une PFS à 5 ans qui était de 67% versus un peu moins de 62% pour le bras BVD, et ce n'était pas significatif. Donc, le BV-AVD ne fait pas mieux que la BVD chez les sujets de plus de 60 ans. Ça, c'est un résultat important. Et pour récupérer, je pense que c'est pareil pour vous, récupérer des dossiers de différents centres. Je crois que le BV-AVD est en train de devenir, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'AMM dans cette indication, et en passe de devenir une espèce de standard, surtout chez les sujets âgés, alors que ce n'est probablement pas indiqué dans cette population. Une variante probablement plus intéressante du BV-AVD, c'est ça, donc encore une fois, l'éternel Andrew Evans, qui avait mené une étude de phase 2 d'un traitement séquentiel. Donc, c'est très intéressant, les traitements séquentiels dans le Hodgkin du sujet âgé, avec des traitements qui comportent une préphase qui permettent souvent d'améliorer un petit peu les symptômes du patient, qu'il soit plus en état de recevoir de la chimiothérapie. Donc, il y avait initialement 2 cycles de brentuximab vedotin, suivis de 6 cycles d'AVD, et puis 4 cycles complémentaires de brentuximab. Il y a 48 patients qui avaient été inclus dans cette étude, un âge médian de 69 ans et une survie sans événement à 2 ans de 80%, PFS 84%, une survie globale excellente à 93%. Donc là, on revient quasiment aux chiffres des sujets jeunes. Cette étude est aussi très intéressante parce qu'elle permet de bien illustrer l'importance de faire des évaluations gériatriques de ces patients. Parce que vous voyez, donc les patients avaient été évalués, pas de façon extrêmement complète, mais ils avaient tous eu une évaluation par CIRSG et par l'échelle de Lawton, donc la DIADL. Et donc, vous voyez, sur la PFS à 2 ans, 45% pour un CIRSG supérieur ou égal à 10, ce qui est donc au moins disons, 3 comorbidités significatives, versus 100% pour les patients qui avaient un score inférieur à 10, c'est très significatif. Et pour les patients qui avaient une perte de la capacité à assurer les activités instrumentales de la vie quotidienne, 25% de PFS à 2 ans versus 94%. C'était aussi significatif. Donc, ça peut être une piste de traitement au moins pour les sujets fit. Pour les sujets unfit, donc plus difficile d'avoir un standard de traitement, la première étude qui a permis d'entrevoir disons une espèce de lueur d'espoir, c'est celle-ci. C'est une étude de monothérapie de brentuximab vedotin, qui était une phase 2. Globalement, donc 27 patients analysés dans cette étude, des patients plutôt âgés, vous voyez ça ici. Et il y avait une survie globale dans cette étude de 92%, dont 73% de réponses complètes, avec des résultats comme souvent ce qu'on voit avec le brentuximab vedotin. C'était pareil dans les phase 2 chez sujets, quel que soit l'âge en rechute après autogreffe, des réponses un peu meilleures chez les patients qui obtiennent des réponses complètes. Et puis, cette étude a été poursuivie, c'est un peu dans la suite de l'utilisation du brentuximab vedotin en monothérapie, avec une publication de Jonathan Friedberg, qui a associé le brentuximab vedotin avec 2 molécules. Initialement, la bendamustine,
qui est un traitement très intéressant dans les rechutes de lymphome de Hodgkin, avec des résultats très prometteurs de l'association BV-bendamustine. Je ne sais plus où je les ai ici, mais ici. BV-bendamustine, donc 100% de réponse globale, 80% de réponse complète, mais malheureusement au prix d'une toxicité très importante. Donc, quand on regarde les grades supérieurs à 3, par exemple, c'est 90%. Et donc, il y a eu une analyse de sécurité de cette étude qui a conduit à clôturer le bras BV-bendamustine pour toxicité. Et puis, l'étude s'est quand même poursuivie, mais avec un amendement donc l'utilisation d'éthicène, qui est le D de la BVD, avec des résultats qui sont aussi plutôt favorables, 100% de réponse globale, mais seulement 62% de réponse complète. Une PFS médiane qui est cependant un petit peu décevante à 17,9 mois, et globalement, au bout de 2 ans, il y a au moins la moitié des patients qui ont rechuté. Voilà, j'en viens à ce que vous attendez tous, les anticorps anti-PD1 dans le Hodgkin. Donc, le rationnel pour les anticorps anti-PD1 dans le Hodgkin, c'est bien sûr l'amplification de 9p24 qui induit une surexpression de PDL1. Les anti-PD1 sont sont un médicament qui attire beaucoup pour les sujets âgés parce que ce sont des traitements qui sont peu toxiques, en tout cas chez les sujets jeunes. Et donc, il y a plusieurs études, dont celle qu'on a menée dans le cadre du LISA, qui essayent, en tout cas chez des sujets qui ne peuvent pas recevoir une chimiothérapie conventionnelle, d'introduire les anti-PD1 en première ligne. Donc, on avait un schéma d'étude en 2 phases, avec une induction et une consolidation. L'induction, c'était 3 mois, c'est-à-dire 6 cycles de traitement par nivolumab sol, donc un traitement chémo-free. Les patients étaient évalués donc, après ces 6 cycles par scanner et TEP. Pour les patients qui obtenaient une réponse métabolique complète, on essayait de poursuivre le traitement par anti-PD1 seul pour essayer de continuer de traiter des patients avec un traitement complètement sans chimiothérapie. Et pour les patients qui obtenaient une réponse, mais moins bien qu'une réponse complète, on associait ce qui nous avait paru le traitement le moins toxique pour ces patients, de la vinblastine au nivolumab. Et donc, il y avait une évaluation en cours de traitement pour être sûr de ne pas traiter pendant 1 an des patients qui n'auraient pas répondu, et puis une évaluation de fin de traitement. Donc, on avait estimé qu'il fallait 56 patients pour pouvoir répondre à la question de l'intérêt de ce traitement en première ligne. L'objectif principal qu'on s'était fixé, alors c'est vraiment un des premiers torts qu'on a eu, c'était le taux de réponse métabolique complète en fin de traitement. Puis on avait des objectifs qui étaient extrêmement ambitieux, puisqu'on s'était fixé comme critère de positivité de l'étude une réponse métabolique complète de plus de 70% en fin de traitement. Trop ambitieux et pas forcément complètement en raccord avec les données qu'on a même chez les sujets jeunes avec nivolumab, mais voilà, c'est l'enthousiasme de faire des études. Les objectifs secondaires, c'était donc la faisabilité du protocole, parce qu'en fait, on n'avait pas de données, enfin, en tout cas dans ce type de population avec comorbidité, des anti-PD en première ligne, sécurité d'utilisation de l'association au niveau plus VLB, puis des données de survie, PFS, EFS, survie globale, et puis le taux de réponse métabolique complète à la fin de l'induction, donc après un traitement initial sans chimiothérapie, et puis bien sûr, après tout ce que je vous ai raconté, essayer d'évaluer la faisabilité et l'intérêt d'échelle gériatrique dans cette situation. Donc ça, c'est la façon dont s'est déroulée l'étude. Donc on était parti de 56 patients. Premier repère très important, il y a 24 patients qui sont sortis de l'étude dès la phase d'induction, principalement en raison de progression du lymphome, 16 patients, mais également 7 patients qui étaient sortis pour toxicité, dont un décès toxique, et puis un autre qui était sorti parce qu'on avait trouvé une autre tumeur, il n'avait pas été évalué sans doute de façon suffisamment rigoureuse initialement. Donc, ça a laissé 9 patients traités dans le bras nivolumab seul, 23 patients dans le bras nivolumab plus VLB pour la consolidation. Encore pas mal de patients qui sont sortis pendant le traitement, 4 dans le bras niveau sol, 9 dans le bras niveau plus VLB. Encore une fois, essentiellement pour progression lymphomateuse.
Et puis, donc, au total, à la fin du traitement, on avait 5 patients qui avaient terminé le traitement par niveau seul et 14 qui avaient terminé initialement par niveau, puis la combinaison. On a évidemment été très, très déçus par ces résultats, qui étaient un taux de réponse métabolique complète en fin de traitement de 28,6%. Je peux voir, il y a 5 qui c'est une erreur, 28,6%. Très, très inférieur à ce qu'on s'était fixé de 70% de réponse. Et puis, les réponses en fin d'induction étaient certes intéressantes, encore une fois, chez les sujets atteints avec des comorbidités, donc probablement qu'il y a un groupe à identifier de patients qui peuvent bénéficier d'un traitement sans chimiothérapie, mais on est absolument incapable de les identifier actuellement. Et donc voilà, donc on avait 16% de réponse complète en fin d'induction, et ça faisait un taux de réponse global en fin d'induction de 50%. En termes de sécurité, on a été assez frappé dans cette étude par les toxicités qu'on a eues. On a eu beaucoup plus que ce qui est connu avec les anti-PD1 seuls chez des sujets plus jeunes. Donc, on regarde essentiellement les événements indésirables de grade 3, supérieur à 3. Donc, c'était 22% dans l'induction, 47% pendant la consolidation. Quand même, événements indésirables qui ont conduit à des décès pendant la phase d'induction et pas mal d'événements indésirables qui ont nécessité l'arrêt du nivolumab. C'est ce que je vous ai montré sur la diapo d'avant. Voilà, les principaux événements indésirables qu'on avait, c'était respiratoire et puis toxicité hématologique, mais plutôt en rapport avec la vinblastine. En termes de survie, donc PFS évidemment assez décevante, 9,8 mois de médiane, pareil pour l'EFS. En revanche, on avait été assez agréablement surpris par la survie globale, qui est de 78,6%, donc très supérieure. Je me rappelle encore une fois que c'est des sujets avec comorbidité, donc très supérieur aux données historiques. Probablement, donc on a quelques données là-dessus, probablement parce que parmi les patients qu'on a traités qui n'étaient pas en état de recevoir de la chimiothérapie, il y en a un certain nombre qui ont pu recevoir des chimiothérapies par la suite parce que leur état avait probablement été amélioré un petit peu par les traitements. Voilà, donc assez déçu par ces résultats. Néanmoins, l'autre étude publiée, enfin la mienne n'est pas encore publiée, mais ça ne saurait tarder. L'autre étude publiée de nivolumab en association cette fois-ci au brentuximab vedotin chez des sujets âgés, on a des résultats qui sont alors meilleurs que ce qu'on avait montré nous, mais qui restent quand même très inférieurs à ce qu'on voit chez des sujets plus jeunes, en associant anti-PD1 et chimiothérapie. Donc il y a probablement, en tout cas l'interprétation que je fais, probablement un impact de l'âge sur la réponse aux anti-PD1 chez les sujets âgés, probablement pour des questions d'immunosénescence. On n'a pas de données biologiques dans notre étude, mais il y a quelques données en faveur de ça. Voilà, je termine cet exposé là par quelques mots de conclusion. Donc, je pense que vous avez vu que le Hodgkin du sujet âgé a un pronostic qui est très, très inférieur à celui des sujets jeunes. Il n'y a pas réellement de standard de traitement. C'est absolument essentiel de faire une évaluation gériatrique de ces patients. Donc, ça va vraiment référer vos patients à des équipes gériatriques si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de faire les échelles vous-même. Je pense que c'est mieux de toute façon que les patients soient évalués par des gériatres. Pour les patients qu'on considère comme fit, alors il y a peut-être une place pour de la BVD classique, mais en essayant de ne pas dépasser 2 cycles, au moins pour les patients en réponse, à cause de la toxicité de la bléomycine. Ne jamais, alors ça c'est vraiment une règle dans le Hodgkin, ne jamais oublier la radiothérapie. Donc moi je travaille dans un centre où on a facilement accès à la radiothérapie, ce qui n'est pas le cas dans tous les centres, mais il faut vraiment jamais oublier la radiothérapie, y compris lors des rechutes. Je pense qu'Olivier vous l'a montré. Pas de bénéfice du brentuximab vedotin AVD versus la BVD. Ça, je crois que les données sont assez claires là-dessus. Peut-être un intérêt d'un traitement séquentiel par brentuximab vedotin suivi d'AVD, sachant qu'encore une fois, le brentuximab vedotin n'a pas d'AMM en première ligne, enfin a une AMM mais qui n'est pas remboursée en première ligne en France. Donc, c'est vraiment un standard de traitement aux États-Unis. Et pour les patients unfit, peut-être brentuximab vedotin dacarbazine avec les réserves que je vous ai montrées sur la durée de réponse. Et pour le nivolumab, il y a probablement une place pour certains patients pour un traitement sans chimiothérapie, donc avec anti-PD1 seul, mais tant qu'on n'est pas capable de définir quels patients peuvent bénéficier de cette approche,
ça paraît difficile de leur proposer ça, sachant que bien sûr, il n'y a pas de remboursement non plus dans cette indication, ni de données, que je vous ai montré, de données scientifiques claires. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Alors, PVAG, ouais, le PVAG, donc c'est un protocole qui avait été publié par le groupe allemand qui comporte, je crois que je vais avoir besoin de ton aide, c'était Natulan, non, prednisone, vinorel. Non, G c'est gemcitabine, Doxo, ouais, Doxo. Le V c'était vinorelbine ou Lavam, LB. Donc les résultats sont, enfin, je n'ai pas en tête les chiffres de l'étude PVAG. Nous on a fait quelques-uns avec des résultats qui sont quand même pas très très bons dans mon expérience personnelle. Après il y a une variante au LISA de PVAB donc, qui remplaçait la gemcitabine par de la Binda avec quand même une toxicité, pareil, j'ai pas les chiffres en tête, mais une toxicité qui était quand même assez rédhibitoire, au moins chez les sujets Adfit en tout cas, c'est pas vraiment envisageable. Mais enfin, nous, on a abandonné, je sais pas pour vous, mais... On fait ça. Ouais. Mais bon, quand on dit unfit, on les plus de 80 ans, on fait des doses réduites. Mais en tout cas, les plus de 60, entre 60 et 80, à partir du moment où ils sont fit, ils peuvent recevoir des anthracyclines, c'est notre protocole de référence. Parce qu'en fait, les résultats sont bons dans le sens où on a une toxicité qui est acceptable. Les résultats sont, comme tu l'as montré et comme tu l'as dit, toujours inférieurs à ce qu'on obtient chez les sujets jeunes à stade égal. Mais en fait, sachant que les sujets âgés, c'est des maladies avec des présentations différentes. Hein. Ils n'ont pas de gros médiastin, ils ont une maladie plutôt disséminée, ils ont plus souvent des signes généraux. Enfin bon, c'est des maladies qui sont clairement différentes. Donc, toi, tu fais quoi finalement chez les patients qui sont, je ne sais pas, un patient qui a 75 ans, qui paraît fit pour avoir toutes les drogues de chimiothérapie possibles. C'est quoi ton traitement de... On essaye de passer de la VD sans bléo. Et puis, quand ils sont un tout petit peu limite, on a traité plusieurs patients avec BV Binda à dose réduite ou BV dacarbazine, qui ont des résultats qui ne sont pas mauvais, enfin sur vraiment quelques patients. Ouais. Vous avez compris qu'il n'y a pas de standard de traitement chez cette population-là. Alors après, plus on se rapproche de la limite 60 ans, plus on a quand même des perspectives thérapeutiques qui sont quand même meilleures, parce qu'on peut quand même faire des choses. Mais plus on s'éloigne des 60, au-delà de 70, entre 70 et 80, là, il y a quand même une zone grise, je dirais, où ça dépend beaucoup du profil patient.